Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence lors de ce webinaire. Merci évidemment à Mickaël et Camille qui ont pris du temps pour témoigner de leur expérience aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Moore, je suis directeur pédagogique de Didask. Didask, c'est une solution de conception d'expériences d'apprentissage en ligne. Et j'ai l'honneur donc aujourd'hui d'être rejoint par Mickaël et Camille du groupe Abside, qui vont vous partager leur expérience, notamment d'utilisation de notre solution Didask pour concevoir et déployer des modules auto-formatifs dans le cadre de leur académie de groupe. Avant qu'on commence, je précise que si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire. Vous allez pouvoir notamment utiliser l'onglet questions qui est prévu à cet effet, celui qui est juste à droite de l'onglet chat. On va essayer au fur et à mesure de prendre au maximum les questions à la volée. Si jamais il en reste à la fin, on va aussi réserver un petit temps pour ça. Et puis, dans tous les cas de figure, vous serez recontacté le cas échéant s'il y a besoin de précisions supplémentaires. Voilà, on va peut-être commencer par un rapide tour de table. Mickaël, si tu peux te présenter en quelques mots. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Déjà, merci pour votre invitation, pour ce retour d'expérience. Je m'appelle Mickaël et je suis Digital Learning Manager de l'Académie d'entreprise du groupe Abside. À toi Camille. Bonjour à tous, moi je m'appelle Camille, du coup je suis ingénieure pédagogique digitale au sein du groupe Abside. Et donc, moi, Philippe Moore, directeur pédagogique de Didask, comme je disais, je travaille depuis un peu plus de 4 ans chez Didask et je m'occupe plus spécifiquement de notre équipe de conception pédagogique et d'accompagnement de nos clients, ce qu'on appelle un peu le Customer Success. Et justement, j'ai été amené à accompagner Mickaël et Camille dans le cadre du déploiement de leur projet de formation. Et c'est donc à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Et à ce sujet, je pense que l'une des premières questions que nos auditeurs auront envie de connaître, c'est un petit peu pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire appel à Didask, quel était le contexte auquel vous faisiez face, peut-être les besoins, les problèmes, et comment la solution Didask a pu se présenter à vous comme une opportunité. Ouais, très bien Philippe. 2 mots peut-être avant de débuter sur notre académie. Pour vous dire qu'elle offre en fait différents services en lien avec la formation aux salariés d'Abside, notamment un catalogue de formation hybride dispensé par certains de nos salariés, les absidiens, des contenus de formation auto-formative, comme tu l'as dit, en e-learning, hébergés sur notre plateforme, la LXP de Maskillcamp, de l'accompagnement aussi à la création de formations et de e-formation, ou encore de la formation de formateurs pour faire monter en compétence justement les salariés qui souhaitent donner de la formation. Et depuis peu, nous proposons ces mêmes services aux prospects et aux clients du groupe. Voilà pour l'académie et le contexte général. Pourquoi Didask donc en somme, s'agissant de ta question, en fait, l'envie de collaborer avec votre équipe, elle remonte à plusieurs années me concernant. Formateur pour adultes et concepteur e-learning dans une autre vie professionnelle, je me suis rapidement rendu compte, j'ai pris conscience de la difficulté finalement de transmettre du savoir à un apprenant et notamment à inscrire cet apprentissage dans le temps. Du coup, je me suis replongé un petit peu dans des ouvrages, dans de nouveaux ouvrages d'ailleurs. J'ai ainsi découvert la psychologie cognitive avec Alain Lurie, les sciences cognitives également avec Stanislas Dehaene. Et finalement, ces premières lectures m'ont réellement passionné. Et dès que j'étais en charge de créer de la e-formation, j'ai benchmarké les solutions qui mettaient en pratique mes nouvelles pratiques pédagogiques issues du fonctionnement du cerveau. Et c'est ainsi finalement que j'ai découvert Didask. Peut-être que tu veux réagir, Philippe, avant que je continue sur les Sciences Co. Est-ce qu'on l'aurait perdu? On a perdu Philippe, c'est ça? Je crois qu'on l'a perdu. Bon, je vais poursuivre un petit peu en fait. Donc du coup, notre problématique, notre contexte, en fait, c'est depuis 2019, on expérimente pour le compte de l'Académie certains des outils de notre veille afin de différencier en fait les modalités d'apprentissage, les expériences utilisateurs et optimiser aussi justement ces apprentissages. Et c'est dans ce cadre en fait qu'on a approché Didask il y a 1 an maintenant
et qu'on a réalisé certaines des activités d'un parcours de sensibilisation aux bonnes pratiques du télétravail avec la version 4 de Didasque. Camille vous montrera ça juste après. Et finalement, convaincu de la simplicité de l'approche, de la pertinence aussi de cette approche pédagogique, et par l'accompagnement de Philippe, nous avons décidé de poursuivre en fait cette expérimentation avec la création d'un parcours complet avec la solution de Didasque, sa V5 en fait, que nous publierons sur la LXP de MySkillCamp ce mois-ci. D'ailleurs, vous en aurez une présentation en exclusivité par Camille dans quelques instants. Philippe, tu es revenu avec nous. Excusez-moi, oui, j'ai eu un énorme problème d'ordinateur qui arrive pile au mauvais moment. Pas de souci, je te repassais la main éventuellement sur l'aspect des sciences cognitives, si tu veux en dire 2 mots par rapport à la solution. Oui, bien sûr. En fait, l'une des spécificités de la solution Didas, pour que vous compreniez un petit peu le contexte, c'est qu'on n'est pas juste une solution en fait de conception neutre sur le plan pédagogique, mais qu'on a véritablement un parti pris sur les formats. Et donc en fait, que le parti pris notamment qu'on développe, c'est un parti pris qui est pas mal inspiré des résultats de la recherche en sciences cognitives, notamment en psychologie cognitive. Il faut savoir que Didasque, c'est une boîte qui a été fondée par des chercheurs en économie de l'éducation notamment, mais aussi en psychologie cognitive, qui gardent pas mal un pied dans la recherche. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer un certain format d'apprentissage en ligne qui permet de transmettre son expertise de manière efficace. Et les particularités de ce format, c'est notamment qu'il est beaucoup basé sur en fait de la mise en situation, le fait que les apprenants sont mis en action, et donc pas en train de recevoir de l'information de manière passive, qui sont plongés dans des situations concrètes qui leur parlent par rapport à leur travail. Et Camille aura l'occasion de vous montrer des exemples un peu plus concrets sur vos problématiques côté Abside. Et très important également dans l'approche Didasque, je dirais 2 points, l'importance du feedback personnalisé. En fait, on demande aux apprenants de se positionner face à des situations, de faire des choix, et en fonction des choix qu'ils ont faits, on va leur proposer un feedback personnalisé, adapté. Et on sait notamment de par la recherche que quand on peut avoir des pratiques à faire évoluer, des idées reçues, des choses comme ça, en fait, c'est particulièrement efficace de laisser d'abord aux apprenants l'opportunité de s'exercer, de se tester par rapport à un cas concret qui pourrait leur parler, et ensuite, de leur faire un feedback qui n'est pas un feedback de test, mais un feedback informatif pour leur donner les clés, en fait, pour comprendre dans tel ou tel comportement, quelle est la réaction la plus ou moins appropriée. Enfin, dernier point pour arriver vite sur la démonstration, mais qui me paraît important de souligner, c'est cette approche très granulaire, en fait, de Didasque, là aussi très inspirée de la recherche en sciences cognitives. C'est-à-dire qu'en fait, les modules Didasque, c'est des modules courts, généralement de 10 à 15 minutes, mais ça peut être même plus court de formation. Le format type, c'est un module de 10 à 15 minutes qui est composé de à peu près 4 à 8 cas pratiques. Et en fait, chaque cas pratique va porter sur un message clé qui donne un comportement ou une information à retenir. Et donc, les informations sont présentées de manière très progressive et les apprenants, du coup, ont une charge cognitive qui est plus faible à traiter à un instant T. Et en plus, à chaque fois, c'est mieux assimilé parce qu'ils ont l'opportunité de s'exercer face à des cas concrets qui leur parlent. Mais ce sera peut-être plus simple, effectivement, de revenir. J'imagine que, Mickaël, du coup, tu as un peu évoqué les cas de figure, déjà les sujets sur lesquels vous avez pu déployer la solution. Ouais, alors j'y venais en fait. J'ai donné en fait les 2 contextes. D'abord, l'utilisation de votre V4 pour la création d'activités qu'on est venu en fait intégrer dans un parcours créé avec la LXP de MySkillCamp. Et finalement, le second contexte plus large où on a créé un parcours complet avec votre version 5 de la solution. Sur le premier parcours, en fait, il s'agissait d'une sensibilisation aux bonnes pratiques du télétravail qui a été suivie finalement par plus de 1500 salariés à ce jour, avec un palier à atteindre dans l'évaluation finale de 75% de bonnes réponses qui a été atteint par 95% des apprenants. Ce qui est finalement, au regard des autres parcours qu'on peut scorer, est plutôt une très très bonne note, voire c'est très satisfaisant, notamment par rapport à ce qu'on peut faire sur la cybersécurité ou du RGPD. Et le second contexte, c'est ce que va aussi vous montrer Camille, c'est le parcours de formation fait complètement avec la V5, pour le coup, qui est sur la présentation d'un collaborateur en clientèle, qui est quelque chose d'assez important dans notre contexte d'entreprise. Et pour vous faire un dernier retour sur cette sensibilisation aux bonnes pratiques du télétravail, en fait, les retours utilisateurs sont assez excellents, notamment par ce que tu mettais en lumière, Philippe, sur le fait de contextualiser par des petites granules des situations bien précises et avec des attendus comportementaux
et du feedback personnalisé face à ces réponses. Mais je vous en dis pas plus, hein, au-delà de l'aspect ludique et de l'efficacité du parcours, mais vous pourrez vous en rendre compte maintenant, finalement, avec la présentation de Camille. Bon, du coup, je vous partagerai mon écran pour vous montrer les différents parcours. Avant ça, juste pour vous préciser un petit peu comment on a travaillé pour élaborer notamment le parcours sur les bonnes pratiques du télétravailleur. Au départ, on avait un document de référence avec justement une liste de bonnes pratiques. Et l'idée, c'était de se dire comment on fait pour que les personnes qui suivent la formation, elles puissent justement adhérer à ces bonnes pratiques et les mettre en œuvre au quotidien dans leur pratique de télétravail. Et du coup, pour ça, on a travaillé avec Didask. Je vais vous montrer mon écran. C'est bon, vous avez mon écran? Oui. C'est bon? Ok, parfait. Ouais. Donc là, je suis sur un des deux cours qui composent le parcours, qui est consacré à la question de l'autonomie et de la charge de travail. En fait, pour chaque cours, on va avoir une petite vidéo d'introduction pour introduire la thématique, détailler les objectifs pédagogiques. On a divisé le cours en différents chapitres. Et à chaque fois, même chose, on a une petite vidéo aussi d'introduction dans laquelle, en fait, on précise qu'il y aura des exercices qui vont être faits justement avec Didask. Et en fait, tout au long du parcours, on va avoir un personnage qu'on va suivre, qu'on a appelé Jean, qu'on va suivre tout au long du parcours dans différentes situations. Et l'idée, c'est que du coup, la personne qui fait l'exercice, elle va un peu l'aider à mettre en place les bonnes pratiques. Donc là, je prévisualise comme si j'étais un apprenant qui suivait la formation. Sachant que là, on est dans le contexte effectivement de la LXP, ce qui veut dire que voilà, on va mixer en fait Didask avec aussi potentiellement d'autres modalités Tout à fait. dans le cadre d'un parcours un peu plus large. C'est l'une des deux configurations sur lesquelles vous aurez pu expérimenter Didask. Tout à fait. Et donc là, ici, l'activité qui est à vous de jouer, c'est justement une activité qui a été élaborée avec Didask. En fait, là, c'est juste une graine. On a proposé aussi des ressources pour aller plus loin qui, là, sont intégrées vraiment dans la plateforme. Ici, par exemple, on a intégré une vidéo. Et après, on a quelques petites questions de quiz qui sont créées avec l'outil auteur de MySkillCamp. Et en fait, pour intégrer notre activité Didask, on est passé par une intégration SCORM. Donc là, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble cette activité. Voilà. Donc, étant donné que je l'ai déjà fait, j'ai un petit bouton revoir le module. À chaque fois, on a mis un petit texte d'introduction, un petit avatar qui est le mien. Et puis, voilà, préciser le contexte. Et donc, on revient sur ce personnage de Jean, salarié fictif, qu'on va devoir aider pour trouver son organisation, pour travailler à domicile. À chaque fois, donc là, sur cette activité-là, on a quatre questions. Et donc, à chaque fois, on a créé un petit visuel avec en fait, c'est le logiciel, l'outil Viyond qui permet de créer des petites vidéos animées. Et en fait, on a créé des petites captures d'écran pour mettre en scène nos personnages, sachant que du coup, là, on a travaillé donc avec la V4 sur la nouvelle version. Il y a des petites illustrations qui sont intégrées aussi qui peuvent être utilisées. Et donc, à chaque fois, on décrit la situation en quelques phrases et puis on va avoir une question. Donc là, ici, c'est l'idée que le personnage, qu'est-ce qu'il doit faire pour préparer sa journée de télétravail. Et donc, on a des éléments à faire glisser dans les éléments à faire ou à éviter. Donc là, tac, je vais vous montrer. Donc là, on a une erreur, on a tout de suite notre feedback qui apparaît, que j'ai pu paramétrer. Donc, je vais mettre les bonnes réponses. Hop. Tac. Et voilà. OK. Après chaque question, on a le message à retenir qui va s'afficher en haut. Donc ça, c'est assez important parce que ça permet de synthétiser le message. Et à chaque fois, on a pu faire un rappel des éléments qui étaient abordés, voire apporter des éléments en plus dans cette partie-là. Donc ça, c'est pour la première question. La seconde question, là, ça va être une question de type plutôt QCM, on va dire, enfin l'équivalent QCM. Et là, il y a une réponse à choisir.
Et donc là, la bonne réponse était celle-ci. Le gros travail qui a été à faire sur ce module-là, c'est comme je vous le disais, en fait, on est parti d'une liste de bonnes pratiques. Et l'idée aussi avec Didask, c'est d'essayer de faire en sorte que potentiellement l'apprenant il puisse se tromper, ou du moins que les propositions de réponse elles soient pas trop évidentes, que la bonne réponse soit pas forcément trop facile à repérer, parce que du coup c'est aussi du fait qu'il va y avoir une erreur, qu'il va avoir un feedback et qu'il va pouvoir retenir aussi la bonne pratique. Et c'est là où l'accompagnement aussi qu'on a eu notamment avec Philippe a été vraiment utile, parce que il y avait ce besoin de formuler des questions qui soient suffisamment précises, d'être capable de définir justement des erreurs qui soient crédibles aussi, et des situations, de décrire des situations et contextes de façon efficace pour que la personne elle puisse vraiment se projeter. Et ça, c'était pas forcément évident. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai déjà expliqué aussi à Philippe, c'est qu'en fait, ce réflexe maintenant de formuler les choses sous l'angle de l'erreur que les gens peuvent faire et que la bonne pratique qui y répond. Du coup, c'est un réflexe que maintenant je prends aussi dans mes autres types d'exercices que je peux concevoir, et justement sur porter attention au fait de ne pas proposer des solutions qui sont trop évidentes, en fait, notamment au quiz. Et ça, c'est un des apports qu'il y a eu aussi de travailler avec Didask. Camille, peut-être, est-ce que tu pourrais revenir sur les choix qui sont les vôtres quand vous décidez justement de faire une partie d'un parcours sur Didask? Qu'est-ce qui fait que vous dites, alors sur cette partie-là de mon parcours, je vais utiliser plutôt des exercices Didask qu'une autre modalité? Alors là, dans cette partie-là, on a plutôt utilisé Didask parce que c'était dans ce parcours-là, chaque fois qu'on apportait des éléments nouveaux, on est passé par des mises en situation justement avec Didask. Et pour le coup, pour des questions qui étaient plutôt des questions de rappel, on est plutôt passé par le quiz interne à Maskillcamp. Voilà, c'était histoire de varier un petit peu aussi les formats. Et ici, notamment sur cet exemple-là, si je vais dans le récap, on a aussi intégré dans nos Didask des petites présentations. Ici, c'est un Geniali qui sert de synthèse aussi à ce qui a été vu avant. Voilà, pour faire un petit rappel. Mais du coup, sur ce parcours-là, c'est ce choix-là qu'on a fait, aussi parce que c'était la première expérimentation de Didask et qu'on voulait voir comment ça s'intégrait aussi dans notre plateforme, etc. Et du coup, ça permettait de le séquencer un peu différemment. Et après, sur l'autre cours, du coup, on a utilisé la V5. Là, par contre, on est parti vraiment sur un parcours complet et on a à la fois des éléments d'apport qui sont faits, du coup les mises en situation avec les questions, etc. Et on a aussi des éléments aussi de synthèse, on a pu utiliser justement aussi Geniali. Donc voilà, ça c'est un parti pris qu'on a nous d'essayer d'utiliser ce genre de visuels et de les intégrer. Et pendant que tu recharges l'autre aussi, Oui. Philippe, l'idée d'utiliser, de s'appuyer d'abord sur Didask que sur les apports théoriques, finalement, c'est de profiter de la démarche pédagogique de Didask avec les parcours tests, finalement, et de mettre l'apprenant en situation, et potentiellement en situation d'erreur, pour qu'il se trompe et qu'il apprenne. Et avec la synthèse et la démarche qui est proposée, on estime que c'est plus pertinent et plus efficace. J'ai eu un retour, un échange avec un collaborateur il n'y a pas très longtemps qui me disait c'est rigolo, finalement, quand j'ai vu votre parcours avec vos exercices avec Jean, j'avais l'impression que c'était très simple et finalement que j'apprenais pas forcément grand-chose. Et dans le temps, mais il s'est aperçu par lui-même en situation de travail, chez lui, que certaines informations lui revenaient. Et il a même été surpris finalement de la pertinence du parcours et des pastilles par rapport à ce qu'il avait ressenti finalement, la ludicité de la démarche au moment de l'apprentissage. Et c'est-à-dire que ça lui avait semblé simple, mais pour autant, il avait quand même fait quelques erreurs un petit peu au début aussi, et en fait, il a quand même retenu sur le long cours des éléments.
Donc là, du coup, je suis dans mon cours qui est donc sur réussir un entretien de présentation en clientèle. Et là, dans ce cadre-là, on avait, comme pour le parcours sur les bonnes pratiques du télétravailleur, j'avais à disposition une liste un petit peu de bonnes pratiques, de choses à faire pour réussir un entretien. Mais j'ai aussi échangé avec des commerciaux qui avaient de l'expérience d'accompagner des collaborateurs en entretien et qui ont pu me raconter des anecdotes, des expériences justement d'erreurs fréquentes faites par les apprenants. Ce qui fait que du coup, ça a pu faciliter pour moi, en tout cas, au niveau de la conception, le travail pour transférer la bonne pratique et de la transformer en erreur, puisque du coup, pour chaque bonne pratique, j'avais une anecdote ou une erreur fréquente rattachée. Donc, ça a pu faciliter le travail à ce niveau-là. Et du coup, là, on a fait un parcours complet dessus, c'est-à-dire que tous nos apports, ils sont faits via ce parcours. Et les seuls éléments qu'on a en plus, ça va être le document source en fait qu'on avait utilisé avec justement la liste des bonnes pratiques, et puis un petit jeu qui vise à reprendre certains points, un petit rappel. Mais du coup, tout le fond, il va être dans le cours, dans le parcours Didask. On a deux questions là sur le fil. Alors la première, j'y ai répondu directement, hein. Quelle est la durée d'un parcours? Alors, on essaye de faire du rapid learning, hein. Comme le disait Philippe, hein, d'avoir une granularité assez fine et de rester dans un canevas de 15 à 20 minutes par séquence pédagogique, hein. Et donc ça, c'est pour la première question de Gérard. Et pour la seconde question, comment avez-vous pensé la scénarisation de vos modules et parcours? Est-ce que vous le faites directement avec la solution Didask? Mais c'est aussi en fait finalement une des forces de la solution, c'est que, comme je vous le disais en introduction, l'académie accompagne les salariés à la création de contenu, puisque l'idée c'est de s'auto-alimenter finalement en contenu. Et pour ça, nous on passe comme beaucoup de personnes qui créent du e-learning par un document qui s'appelle le storyboard, qui est assez structurant et assez, disons qu'il faut le connaître, hein, pour pouvoir le prendre en main. Et l'approche de Didask est beaucoup plus fluide et accompagne finalement assez simplement dans la réflexion à partir des erreurs pertinentes. Mais Camille vous montrera ça juste après. Mais effectivement, c'est une des forces de la solution aussi, hein, c'est la scénarisation qui est facilitée par l'outil. Donc là, je suis dans mon parcours sur l'entretien de présentation en clientèle. J'ai intégré un petit texte d'introduction et j'ai donc un bouton sur lequel je peux cliquer pour lancer le parcours. Bon, là, je l'ai déjà visualisé, donc j'ai le petit message de félicitations. Et donc, je vais avoir différents chapitres. Ici, on va avoir une partie plutôt sur qu'est-ce que l'entretien, et ensuite, on va avoir les 3 phases, préparer l'entretien, les bonnes pratiques pendant l'entretien, et qu'est-ce qu'on fait après l'entretien. Donc là, je vais vous montrer plutôt ici la partie qu'est-ce que l'entretien de présentation, puisque là, pour le coup, on a justement intégré un Geniali en guise d'introduction qui va expliquer cette notion justement d'entretien de présentation, où là, du coup, j'ai intégré donc différents éléments audio qui sont cliquables par l'apprenant. Et si je veux passer à la question qui se passe ensuite, voilà. Et donc là, après mon Geniali d'introduction, j'ai une mise en situation. Ici, nous, on a choisi d'utiliser un nouveau Viand, mais cette fois d'intégrer des petites vidéos pour humaniser un petit peu aussi et dynamiser la mise en situation. Et à chaque fois, il y a une petite phrase quand même de contexte en haut sur, par exemple, l'heure à laquelle se passe la petite scène qui est mise en scène en vidéo. Et donc ici, en fait, le personnage dans cette vidéo-là, il explique qu'il est un petit peu inquiet en prévision de son entretien parce qu'il sait qu'il a des lacunes sur certaines technologies et qu'il a un peu peur des questions qu'il peut avoir dessus. Et donc là, on va lui demander qu'est-ce qu'il devrait faire. Est-ce qu'il devrait plutôt dire qu'il est à l'aise partout, ce qui n'est pas forcément juste, mettre en avant les compétences sur lesquelles il est le plus performant, ou alors mettre en avant plutôt sa capacité à apprendre, ses facultés à travailler en équipe. Donc, en soi, on pourrait penser que tous les aspects sont valables. Mais en fait, ici, la bonne réponse, ça va être ici. Parce que l'idée, c'est
ici, l'erreur fréquente que faisaient les collaborateurs, c'est qu'ils avaient tendance à penser que pendant cet entretien de présentation, il fallait mettre en avant que les compétences techniques. Or, la capacité justement à être proactif, à se former, etc., c'est aussi des aspects importants à mettre en avant lors de ce genre de rendez-vous. Et du coup, c'est sur ça qu'on voulait mettre le focus. En disant que le client, il attend aussi justement des compétences de type savoir-être. Et l'idée, c'est qu'il apprenne à connaître le collaborateur. Donc, on a la petite synthèse qui permet de rappeler ces éléments-là. Et il y a un petit mot de la fin qui permet aussi de faire le lien avec le chapitre suivant, du coup. Notre message clé qui est rappelé à nouveau. Et ici, j'ai également un micro-défi que j'ai enregistré qui est sur le fait que justement ces savoir-être, comme ils sont importants, bah, ça peut être utile de se rappeler de les mettre en avant sur son CV. Et donc, si je le sélectionne, après, je vais l'avoir ici dans micro-défi. Il va pouvoir s'afficher à nouveau ici. Une sorte de to-do list en fait. On a une question de Camille Barbieux sur les supports Geniali. Est-ce qu'on garde l'interactivité de ces supports? Oui, tout à fait. En fait, il s'intègre avec parce que du coup, on a la possibilité de passer en HTML et en fait, on peut copier-coller un code embed qu'on peut générer avec Geniali et du coup, on garde toute l'interactivité justement. Alors que j'ai un autre exemple, je crois que c'était dans la phase après. Ah non, j'avais mis une vidéo ici. C'était dans le pendant. J'ai une activité aussi en synthèse. Je vais pouvoir montrer, mais oui, on garde l'interactivité. Hop. Ce qui est un peu aussi quand même l'une des spécificités de l'outil, c'est qu'il est effectivement assez flexible là-dessus, dans le sens où, vous avez vu, on peut avoir une approche avec soit un module seul intégré dans une expérience plus grande via le SCORM, le fait qu'on puisse isoler des modules, soit un parcours un peu complet, et aussi le fait que via le SCORM, du coup, ça peut s'intégrer dans une expérience plus grande, mais aussi à l'intérieur d'un module Didask, en fait, via des insertions d'iframes, de vidéos, de ressources. Ça permet en fait de parfois transmettre des informations plus simplement, avec des modalités autres que Didask, mais dans le cadre d'un Canva pédagogique, qui est une sorte de machine à mettre les apprenants en situation où ils peuvent faire des erreurs, déconstruire leurs idées reçues et à chaque fois recevoir un feedback personnalisé. C'est ça, et nous on a pris le parti pris là, sur ce parcours d'intégrer des vidéos YouTube qu'on héberge sur YouTube, qui sont faites avec Vionde, parce que c'est un parti pris qu'on a pris nous en interne, mais l'outil permet d'intégrer effectivement tous les types de ressources multimédia. On peut peut-être montrer la manière dont ces modules ont été conçus, ça, notamment pour répondre à la question sur la scénarisation, parce qu'effectivement, on avait parlé des outils un petit peu externes. Mais donc, notre spécificité aussi, c'est que, notamment sur la V5, vous avez pu voir, je pense, la différence. La partie scénarisation, en fait, des parcours est intégrée directement dans l'outil. Oui, donc là, je vais pouvoir montrer. Je suis identifiée, du coup, sur l'espace pour la V5 et donc je passe à Didask Teach et je vais pouvoir entrer ici dans mon projet du coup. D'ailleurs, tu as raison, Philippe, de nous tendre la perche sur ce point-là. Je ne l'ai pas dit, mais un des arguments et des critères de choix de la solution Didask, c'est ce point-là, c'est la solution de bout en bout qui s'abstrait finalement du storyboard dans la création du contenu. Vas-y, Camille. En fait, là, la façon dont j'ai travaillé, moi, pour concevoir ce contenu, étant donné que j'avais déjà la liste des bonnes pratiques, des erreurs un peu fréquentes que je voulais mettre en avant, en fait, j'ai tout de suite commencé à créer plusieurs granules. Donc, si je veux en créer une ici, il suffit de cliquer. Et donc, à chaque fois, on va avoir une petite phrase qui va nous aider à formuler justement l'erreur fréquente. Donc, les apprenants non formés font généralement telle erreur. Donc là, ici, par exemple, pour l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, ils ne mettent en avant que leurs compétences techniques. Au lieu de cela, ils devraient montrer à la fois leurs compétences fonctionnelles et leur savoir-être. Donc, ça va nous... En fait, j'ai listé, moi, j'ai commencé par créer toutes mes granules en indiquant ici les objectifs. Et ensuite, j'ai préparé mes exercices. Et donc là, si je souhaite créer un nouvel exercice, je vais avoir différents formats qui vont être possibles.
je vais pouvoir créer un exercice simple. Donc là, on va avoir une question et une bonne réponse parmi une liste d'alternatives à sélectionner. On va avoir une question plus d'ordonnancement, où là, on va pouvoir dire, bah voilà, vous passez par telle étape, telle étape, telle étape. Moi, par exemple, dans mon parcours, je m'en suis servi pour la structure en fait de la présentation qu'un collaborateur doit faire, donc en passant par son nom, son prénom, son parcours académique, etc. Et donc là, il devait reconstituer ce parcours-là. Et on a le troisième type de question qui est le classement par catégorie. Et donc là, on va avoir le nombre de catégories. On va pouvoir créer plusieurs catégories. Donc on pourrait avoir voilà, les choses à faire, les choses à éviter, et après les éléments qu'on fait glisser dans ces différentes catégories. Donc, comme ça avait été expliqué tout à l'heure, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on a toujours notre objectif qui est à gauche, donc ça nous permet de nous assurer de rester alignés justement avec cet objectif, parce que parfois, au moment où on rédige l'exercice, on se rend compte que ce qu'on propose, c'est trop générique, par exemple, ou que, au contraire, en le rédigeant, on part sur quelque chose de plus précis, et dans ce cas-là, il faut retravailler aussi l'objectif. Donc, c'est assez intéressant d'avoir des éléments en parallèle. On va pouvoir ici décrire notre situation. Donc, ça peut être fait de façon textuelle, mais du coup, on peut aussi utiliser un visuel. Donc là, moi, en fait, j'étais partie sur... Alors, je crois que c'est par ici, voilà. En fait, soit on peut utiliser le modèle ici Didasque, soit on peut passer par un texte enrichi, et c'est donc là que j'ai pu intégrer mes vidéos YouTube, puisqu'on a la possibilité ici d'insérer un média, et c'est aussi en passant par ce biais de texte enrichi que je peux intégrer aussi mes présentations Geniali, du coup, dans Didasque. Mais si on reprend l'histoire courte, là, on va pouvoir décrire notre situation, et on a la possibilité de mettre un peu en scène aussi, par exemple en utilisant les bulles de parole. On pourrait avoir un personnage qui dit une chose, un autre personnage qui va lui répondre. Et là, on peut choisir justement des avatars parce que y a toute une liste de personnages qui sont proposés, qui ont été intégrés aussi à Didasque, des visuels qui sont assez sympas, avec différentes expressions pour chaque personnage. Et du coup, ça peut permettre de créer ces petites mises en situation directement dans l'outil aussi. Si vous le souhaitez, c'est possible. Tout comme on peut intégrer aussi de l'audio, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être aussi d'enregistrer une voix off. Enfin voilà, ça permet de proposer des choses. Et ça, vous voyez, ça se construit très rapidement. On peut rajouter des photos, etc. Donc ça, c'est très facile d'accès. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir une situation qui est complète, et on va pas avoir forcément qu'un paragraphe de texte. On peut rendre ça un peu plus visuel. On va avoir notre question qu'on pose. Et après, du coup, on va choisir le nombre de réponses avec différentes alternatives. Et donc, il faut qu'il y ait au moins forcément une alternative correcte qui reflète le changement qui est attendu. Et pour chaque alternative, on va pouvoir ajouter un feedback dans lequel on va pouvoir, ça c'est un des éléments nouveaux aussi avec la V5, c'est qu'on peut mettre en gras certains éléments, certains mots-clés dans le feedback. Ce que je trouve assez intéressant du coup. C'est vrai qu'on s'est rendu compte avec le temps de l'importance de ce feedback personnalisé pour la démarche d'apprentissage, parce que c'est à ce moment-là que vont se transmettre souvent des informations parmi les plus importantes, et donc pouvoir aussi les mettre en exergue, ça a un effet certain. Et j'étais curieux, en fait, par rapport à vous, justement, qui avez testé la V4 et la V5, par rapport à la scénarisation, est-ce que le fait de l'avoir scénarisé directement dans l'outil a changé un petit peu la nature des contenus, la manière de les concevoir, et du coup le résultat? Je pense que oui, parce qu'en fait, j'ai eu plus de facilité à passer à la production des exercices, là où sur la version précédente, où j'avais mon storyboard, mais où j'avais du mal à formuler justement sous format d'erreur. Du coup, ça a demandé plus de travail pour réussir à structurer aussi, à savoir qu'est-ce qu'on plaçait avant quelle autre chose. Et là, ça m'a permis d'aller plus vite aussi, clairement, pour la production, parce que à force aussi, on prend le réflexe justement sur les façons de formuler nos erreurs, la façon de synthétiser, le degré de précision des situations.
mais du coup, là, en fait, j'ai pu directement traduire ma liste d'erreurs fréquentes et de bonnes pratiques dans l'outil. En fait, j'ai pu le faire tout de suite, là où j'étais passée plus par le storyboard plus détaillé dans la version précédente. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles et dans ces cas de figure, comment est-ce que tu t'en es sorti pour aller un peu plus loin dans ta conception, peut-être quand tu t'interrogeais sur les mises en situation, sur ce que ça allait donner, comment ça s'est passé concrètement dans la conception? Ce qui est important d'utiliser, je pense, quand on reçoit, pour se rendre compte aussi des choses, ça va être de prévisualiser régulièrement au fur et à mesure. Bon, là, je pense pas que ça va pas me fonctionner puisque j'ai pas assez mis de, j'ai pas rempli les cases, mais je vais essayer d'en mettre pour vous montrer. Mais du coup, en fait, c'est souvent au moment où on prévisualise qu'on se rend compte qu'en fait, ça fonctionne pas forcément, que la question elle est pas bien posée, pas bien tournée, ou que c'est trop générique. Important aussi de faire relire potentiellement à d'autres personnes. Là, le fait de pouvoir copier le lien, de le partager par exemple à Michael pour qu'il me fasse un retour, ça a pu être utile aussi. Et du coup, ce qui va nous avoir permis de justement dépasser un peu les difficultés qu'il y a pu avoir justement de problèmes qui sont de sujets qui sont trop généraux, etc. Ça va être le fait d'aller consulter aussi des experts métiers qui justement eux avaient des anecdotes précises sur des situations, ça a pu m'aider aussi à les définir. Et puis aussi l'accompagnement de Philippe justement qui avait cette habitude de faire la gymnastique d'esprit de synthétiser un peu plus les problématiques ou de découper une situation trop générique en plusieurs autres questions. Ça, on a dû le faire plusieurs fois, notamment sur le premier parcours sur le télétravail. On a eu besoin justement de redécouper une problématique en plusieurs situations. Donc là, normalement, non, ça veut toujours pas. C'est parce que j'ai pas rempli tout ça. Sinon, on peut prendre sur un autre exercice. Et sur sur une déjà existante. Je peux juste rajouter l'avantage de la V5 par rapport à la V4, c'est que souvent, en fait, on donnait le changement attendu, finalement, puis on rentrait dans la description de la situation, on faisait le feedback, et en fait, on oubliait le changement ou l'erreur pertinente. Oui, tout à fait. Dans la V5, le fait d'avoir toujours en visuel, comme l'a dit Camille, l'objectif, le changement attendu, plus les feedbacks, et être capable de passer finalement directement dans la visualisation de l'exercice et de pouvoir se mettre dans la situation de l'apprenant, en fait, cette coordination, cette cohérence d'ensemble, elle était beaucoup plus simple à trouver. Donc là, si je clique justement, non, ça veut toujours pas. Alors ça doit être moi qui ai un souci. C'est une question de connexion, en fait, effectivement. Oui, c'est possible. Ok, bon, c'est pas très grave. Et on a une question de Valérie qui nous demande combien de temps ça prend de créer un cas pratique, Camille. Les erreurs et la description d'un cas, tu as une idée à peu près? Alors nous, on a fait des métriques au tout début, mais... sur quand tu as le métier en tête, quand tu as l'erreur en tête, tu mets combien de temps à peu près? Si tu as l'erreur en tête, oui, c'est très rapide. En une dizaine de minutes, tu peux rédiger si l'erreur elle est déjà rédigée. Après, choisir le type de question, il n'y en a pas trop non plus, donc ça nous oriente. Et après, moi, ce qui m'a pris le plus de temps au final, c'est d'écrire les vidéos de mise en situation et d'enregistrer les voix off, de faire ce montage-là, qui du coup me prenait peut-être une demi-heure, on va dire, tout compris par cas, parce que du coup, il y avait ce choix de faire de la vidéo. Mais si j'avais utilisé, par exemple, les petits speech bubbles directement dans l'outil, je pense que un cas, ça m'aurait pris peut-être 15-20 minutes maximum, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. En fait, ce qui est vraiment au départ, quand on a l'habitude de concevoir du contenu e-learning, ce qu'il faut vraiment appréhender, c'est la gymnastique intellectuelle, d'être capable d'exprimer finalement l'erreur pertinente et la bonne situation qui va amener finalement des propositions de réponse qui soient suffisamment crédibles pour demander finalement l'effort nécessaire à l'apprenant de réflexion et potentiellement lui faire les erreurs qu'on fait finalement de façon assez intuitive et qui va permettre justement l'apprentissage. Donc j'ai juste cette petite gymnastique-là, un peu de retournement, et ça pour le coup, la vraie valeur ajoutée au-delà de l'outil, qui est vraiment orienté sur cette structuration et cette conception,
Il y a l'apport de Philippe en tant qu'accompagnant. Oui. Et là, pour le coup, lui, sa gymnastique d'esprit qui est rodée, nous a grandement aidé et accompagné, nous a fait gagner du temps et finalement nous a mis sur les bons rails pour pouvoir aujourd'hui être à peu près autonome, même complètement autonome. Ouais, notamment sur des questions, par exemple, où l'erreur fréquente, c'était d'oublier de prendre du matériel, par exemple. Et alors ça, on s'est un peu creusé la tête pour savoir comment la formuler. Et au final, du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est de proposer plusieurs éléments, d'imaginer que la personne, elle se soit mis un rappel pour quelque chose et dire pourquoi elle s'est mis un rappel, pourquoi il faut qu'elle se mette ce rappel. Et du coup, on avait plusieurs choix. Mais c'est vrai qu'il y a certaines pratiques qui sont plus ou moins simples à traduire en situation, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres points de la plateforme, de l'outil de conception qu'il faudrait que je montre, peut-être? Je ne sais pas. Je sais pas, on pourrait prendre des questions si Ouais, vous avez des questions. Ouais, je vais arrêter le partage à ce moment-là. Je relancerai s'il y a besoin. Hop. Sur les usages, sur l'outil en lui-même, effectivement, sur l'intégration dans une plateforme d'enseignement à distance. Pour le coup, on est sur du SCORM connecté. Donc l'intégration se fait vraiment très simplement dans la LXP. Et ça permet que si on fait une mise à jour sur notre... si on se rend compte qu'il y a une petite coquille et qu'on va la retoucher dans Didask, ça se met à jour aussi sur le parcours qui est intégré dans Massitcom. C'est ça, c'est le connecté. Il n'y a pas à republier le SCORM. Le lien se fait directement. En fait, le cours à la granule s'exécute dans la plateforme Didask. Je crois qu'on a perdu Philippe. Je suis encore là. Peut-être la question que je me posais du coup suite à ces premières expérimentations, c'est alors entre les deux modalités que vous avez testées, justement parcours seul enfin parcours complet disons et module par module, est-ce qu'il y en a une qui vous a semblé plus efficace ou efficace différemment, et comment est-ce que vous envisagez la suite par exemple pour d'autres parcours? Écoute, l'efficacité, on va être sincère avec vous, comme on vous l'a dit, c'est une avant-première, le parcours complet. Donc, on ne l'a pas encore publié, on va le publier dans le courant du mois et il sera vu par les salariés. Donc, on aura une vue, même si nous, on a une conviction, et comme je vous le disais, on est convaincus. Mais on va quand même l'éprouver. Et la troisième étape, finalement, c'est de mettre à disposition des experts métiers la solution de conception, de bout en bout, justement, pour les rendre autonomes dans la création de contenu e-learning et pour éviter le passage au storyboard et vraiment travailler sur les changements comportementaux, en fait. Donc, ça serait ça, en fait, la troisième étape. D'accord. On a plusieurs questions. Une question de Camille. Comment apprécie-t-on les acquis des apprenants une fois le module terminé? Peut-être que Mickaël, dans l'expérience... l'idée, là, pour le coup, c'est la mise en situation directe, et c'est vraiment l'attendu et l'évaluation qu'on attend sur la présentation d'un collaborateur en clientèle. Le retour, on va l'avoir par les commerciaux, finalement, en situation réelle, voir si les apprenants, finalement, mettent bien en application ce qu'ils ont eu dans le module. Alors, on est passé un petit peu vite, mais il y a les premiers petits pas, finalement, qui sont initiés avec les micro-défis qui sont proposés en fin de parcours. Et l'idée, c'est bien ça, c'est la mise en situation, finalement, de ces connaissances, de ces comportements à la situation réelle. Et donc, l'évaluation, elle viendra par là, par le retour des commerciaux et des apprenants eux-mêmes. C'est vrai que ça permet de voir très concrètement la différence. On a une question de Julien sur le SCORM. Peut-on accéder au SCORM hors connexion Internet? Donc les modules, les expériences d'apprentissage Didask aujourd'hui se font en ligne. En revanche, effectivement, il y a plusieurs types de SCORM, comme évoqué Mickaël. Un SCORM qui est plus un connecteur, qui permet à la fois de ne pas avoir à réupdater le SCORM à chaque fois qu'on fait des modifications sur le contenu, et qui permet aussi d'avoir accès à des stats un petit peu plus fines sur les modules, et un SCORM qu'on upload directement, par contre, comme un fichier, en fait, qu'il faut réuploader. Donc, c'est ces différentes modalités. En revanche, aujourd'hui, effectivement, l'expérience est essentiellement en ligne.
Question de Ben, je démarre en création de modules. Est-ce que la gymnastique dont vous parlez ne risque pas de demander beaucoup de temps pour la maîtriser? Ça rejoint un petit peu ce que disait Mickaël au départ. Peut-être que ce qui peut être intéressant de voir, c'est la différence aussi entre le avant-après, avant l'accompagnement et la prise en main de l'outil, et aujourd'hui, justement, la rapidité avec laquelle, et la facilité avec laquelle vous pouvez générer les erreurs, les changements attendus. Qu'est-ce que vous avez observé là-dessus? Vas-y, Camille. Ça a pris un petit peu ça a demandé un effort, mais ça s'est fait quand même de façon assez fluide. Parce qu'en fait, la façon dont on a travaillé aussi dans l'accompagnement avec Philippe, c'est que on a commencé par essayer de se lancer par nous-mêmes. Il a pu nous faire des retours, relire et du coup nous orienter un peu plus. Et en fait, très très vite, on a compris la mécanique sur le fait de justement d'affiner un petit peu plus nos situations. Pour quelqu'un qui commence, ça peut être si vous avez justement dans le cas là, par exemple, de la deuxième formation, au moment où on m'a fourni les documents pour commencer à la mettre en forme, j'ai tout de suite cherché à avoir des retours sur des anecdotes réelles, les erreurs fréquentes que font les personnes dans leur pratique de travail sur cette thématique-là, ce qui du coup m'a facilité le travail aussi. Donc peut-être au moment où vous cherchez justement à élaborer un module, de essayer d'aller consulter un peu essayer de recueillir ce genre d'informations-là. Et du coup, ça va faciliter le travail aussi grandement parce que justement, j'y avais pas accès sur le tout premier module. Et là, j'ai dû fouiner un peu plus par moi-même et je pense que c'est ça qui m'a pris un peu plus de temps aussi, qui a rendu la chose un peu plus complexe. Mais ça se fait, objectivement. Mais ça se fait. Oui, oui. Ça se fait. Et puis, la prise en main, justement, par l'erreur, puisque Philippe nous a laissé en autonomie, fait qu'effectivement, on est aussi monté en compétence un petit peu plus rapidement, directement en faisant nos propres erreurs. Sachant qu'au-delà effectivement de ces points sur l'accompagnement, il faut savoir que donc Didas met à disposition un centre de ressources qui est aussi un centre de ressources pédagogiques d'ailleurs avec des exemples de questions, des manières de les poser, et l'outil évolue de plus en plus aussi dans une démarche de template où en fait des parcours un petit peu types vont être proposés, où si j'ai tel type d'erreur, tel type de comportement attendu, on va me proposer des exemples un petit peu de ce à quoi ça pourrait ressembler, comment ça pourrait s'articuler dans Didas, donc tout ça dans l'objectif justement de faciliter l'acquisition de cette gymnastique et la création rapide d'exercices. On a une question de Bilal intéressante sur la différence entre MySkillCamp et Didask. En gros, qu'est-ce qui fait que par moment, c'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, vous utilisez justement l'expérience Didask et pas l'outil auteur, par exemple? Oui, tout à fait. Rapidement, en fait, l'académie d'entreprise à sa création a choisi une plateforme d'enseignement à distance. C'est la LXP de MySkillCamp, d'accord. Donc c'est un LMS particulier, plutôt centré sur l'utilisateur que sur le contenu. Et l'idée, c'était d'utiliser Didask pour amener des modalités d'apprentissage différentes, donc par le biais soit d'activités, donc des graines qu'on vient mettre dans un parcours créé ou dans un cours créé par MySkillCamp. Ou alors, ça, c'est la première version, c'est la sensibilisation sur les bonnes pratiques du télétravail. Et ce que vous a montré Camille là, sur la présentation d'un collaborateur en clientèle, là, pour le coup, on fait un parcours complet avec Didask et on vient l'héberger finalement dans MySkillCamp. Mais si vous n'avez pas de LXP, Didask finalement fournit la plateforme d'hébergement du cours créé avec Didask. Donc en fait, nous, on utilise Didask pour sa solution de conception de bout en bout, de création de contenu e-learning, sans la partie hébergement qu'on garde dans MySkillCamp, parce qu'on s'autorise à utiliser aussi d'autres outils que Didask. Ce qui est logique dans le cadre d'une académie, effectivement, aussi, avec des modalités pédagogiques diversifiées et des besoins qui peuvent être très divers. Est-ce qu'il y avait d'autres... où sont hébergés les serveurs et les données de Didask? En France. Ça, c'est rapide. Est-ce que sinon vous aviez de dernières questions, des points particuliers sur l'usage de la solution, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire avec? Peut-être sinon, Mickaël, un point un peu... Ah, je vois que on a une question qui arrive. Mais je ne sais pas, Mickaël, si toi, tu avais un petit peu des éléments conclusifs, si tu veux résumer en gros, justement, un peu dans la lignée de ce qu'on disait par rapport à MySkillCamp, le moment où tu te dis, ça c'est du Didask sur le fond.
Ouais, l'idée, alors il y a deux choses différentes, hein. La première, c'est Didask aussi comme outil de création e-learning, hein, pour venir diversifier finalement les types d'activités qu'on va proposer à l'apprenant, pour soutenir sa motivation et son engagement, hein. Si vous ne donnez que des vidéos, enfin que des QCM, forcément à un moment donné, il y a un effet de lassitude. Donc il y a cet esprit de diversifier finalement les aspects pédagogiques. Et puis après, pour les apports purement théoriques, l'idée c'est de s'appuyer effectivement sur ce qu'on pourrait appeler l'évaluation formative, hein, tous les éléments sur lesquels s'appuie la solution Didask, hein, qui, à mon sens, favorise l'apprentissage et l'optimise même. Bon, ça, c'est une conviction personnelle. On essaye justement de réfléchir avec Camille sur le moyen d'évaluer finalement à froid la pertinence réelle de ce type d'apprentissage sur l'essai-erreur. Super. On avait une dernière question de Camille sur peut-on limiter l'accès à la formation, exemple interdire de faire la formation entre 21h et 7h. Aujourd'hui, ça n'est possible que via le LMS. Du coup. Donc en fait, ça dépend de comment on intègre le parcours. C'est typiquement le genre d'intégration qu'on peut faire. Mais c'est possible dans la XP, oui. De spécifier quand on va avoir accès au contenu. C'est ça. Et oui, Bilal, c'est ça. C'est comme ça qu'on utilise Didask aujourd'hui, oui. Totalement, pour créer des contenus. Sauf qu'avec Powtoon, Genially, on fait plutôt des activités. Et effectivement, avec ta articulate, tu peux faire soit ton parcours, ton cours ou ton activité. Et on utilise Didask comme articulate storyline, en fait. Super. Je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci infiniment vraiment pour votre participation, Mickaël, Camille, pour votre temps. Merci évidemment aussi pour toutes les questions. Et de toute façon, on peut rester en contact si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, évidemment, sur à la fois Absinthe, Didask et les manières dont vous pouvez utiliser la solution pour vos besoins de formation. Encore une fois, merci vraiment pour ce temps et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Ciao.